Bonjour, c'est Mohamed Kourchi, professeur de langue et de littérature et chercheur en sciences humaines et sociales. Dans le propos précédent, nous avons essayé de discuter et de vivre quelques moments avec les grands maîtres de la rhétorique latine antique. Dans le propos qui suit, nous allons essayer, dans un premier temps, de relater quelques-uns des éléments qui ont entraîné le déclin de la rhétorique occidentale et dans un deuxième temps, exposer les éléments qui ont favorisé sa renaissance et sa permanence. Qu'en est-il alors? Comme nous l'avons vu précédemment, après la mort de Socrate, la rhétorique a connu ses heures de gloire et son âge d'or à Athènes et dans la Sicile grecque. Les rhéteurs connurent un succès phénoménal et leur enseignement leur procurait du prestige, de la notoriété et surtout beaucoup d'argent. Précisons qu'à cette époque, la rhétorique n'était qu'un répertoire de techniques discursives habilement organisées par les rhéteurs pour délibérer, justifier ou faire partager une conviction. On s'intéressait beaucoup à la langue et au langage, et très vite, la rhétorique atteignit le statut de science. Des écoles florissaient dans toute la Grèce antique, que ce soit en Sicile ou à Athènes. Mais son champ d'investigation s'est considérablement réduit par la suite, car la pluralité et la diversité des écoles, les arguties et les excès de zèle des sophistes, les guerres intestines entre Athènes et Sparte, la chute de l'Empire romain d'Occident, ainsi que les querelles de chapelle du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes, la confinèrent dans une kyrielle de règles et de figures qui ne tardèrent guère à l'entraîner vers son déclin. Par ailleurs, avant l'an 1095, c'est-à-dire la date de la première croisade, la rhétorique était presque ignorée en France et en Europe. Avant cette date, on s'intéressait surtout à la poésie. La prose n'est apparue en France et en Espagne qu'après les 8 croisades consécutives lancées contre l'Orient musulman et le contact avec l'Andalousie et le Maghreb. De nombreux traités arabes ont été pillés, traduits et plagiés à outrance. D'ailleurs, la langue française n'était à cette date qu'un mélange de dialectes dérivant pour une grande part du grec et du latin. La langue française ne vit le jour qu'au IXe siècle, après le 14 février 842, à l'initiative d'un petit-fils de Charlemagne, le comte Nithard, qui l'utilisa pour la première fois pour rédiger les sermons de Strasbourg. Sermons qui consacreront l'alliance de Louis le Germanique et son frère Charles le Chauve contre leur frère aîné Lothaire Ier. En outre, la purification de la langue française n'a été entamée en France qu'en 1635 avec la fondation de l'Académie française par le cardinal de Richelieu. Au XVIe siècle, Erasme, Rabelais et Montaigne se sont intéressés momentanément à la rhétorique. Et au XVIIe siècle, Corneille, Racine, La Bruyère, Boileau, La Fontaine et Molière, ainsi que Blaise Pascal et Bernard Lamy, lui ont consacré quelques ouvrages. Citons à titre d'exemple Adage et L'éloge de la folie d'Erasme, Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre de Rabelais, les essais de Montaigne, l'art de persuader et les pensées de Blaise Pascal, l'art poétique de Nicolas Boileau, la rhétorique ou l'art de parler de Bernard Lamy, les caractères de La Bruyère. Malgré la publication de ces ouvrages, et hormis l'effort des grammairiens Antoine Arnaud et Claude Lancelot dans la grammaire de Port-Royal d'une part,
Et malgré les efforts de quelques philosophes du siècle des Lumières comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Danton et Condorcet, ainsi que les traités du XVIIe et XVIIIe siècle, des tropes de Dumarsais, publiés en 1730, et les figures de discours de Pierre Fontanier, publiées en 1830 d'autre part, la rhétorique tomba dans le discrédit et son déclin atteignit son paroxysme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Aujourd'hui, la rhétorique connaît un nouvel essor avec l'avènement de la linguistique, de la théorie de l'information et de la communication, de la pragmatique, de la psychologie cognitive, des masses médias, de la propagande, de la psychologie de la vente et de la publicité. En effet, une nouvelle cure de jouvence lui a été insufflée dès le début du XXe siècle dans le monde occidental grâce aux travaux et aux ouvrages de Ferdinand de Saussure, Ludwig Wittgenstein, Shalom et Weaver, Michael Bakhtin, Yuri Lotman, Roman Jakobson, Harald Weinreich et Dale Carnegie. D'autres travaux et d'autres ouvrages plus intéressants, plus performants et plus passionnants reprendront et compléteront dorénavant le répertoire rhétorique. Pour les besoins de la cause, nous retenons à titre d'exemple The Use of Arguments, le modèle d'argumentation du Britannique Stephen Toulmin, publié en 1958, traité de l'argumentation des Belges Chaim Perelman et Olbrecht Titeka, publié en 1958. Rhétorique générale du groupe Mu, publié en 1970. L'Empire rhétorique de Perelman, publié en 1977. Les travaux effectués par Roland Barthes, en particulier l'article L'ancienne rhétorique, publié en 1970 dans Communication numéro 16. Logique et conversation de Paul Kreis, publié en 1979 dans Communication numéro 30, ainsi que les articles publiés dans la revue Communication. À cette liste, il convient d'ajouter les nombreuses recherches effectuées par John Austin, John Searle, Heribert Ruck, Gérard Genette, Christian Metz, Noam Chomsky et Michel Meyer. Bien entendu, toutes ces études se basèrent sur les traités du XVIIIe et XIXe siècle, en particulier des tropes de Dumarsais et les figures du discours de Pierre Fontanier. Les figures de rhétorique sont de nouveau répertoriées et étudiées avec beaucoup de soin, de tact et de finesse. En conclusion, nous dirons que malgré les tares inimaginables et les attaques incessantes dont elle a fait l'objet, la rhétorique renaît de ses cendres, commence à respirer à plein poumon et reprend son statut de parole efficace après les attaques virulentes de Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ, après le coup fatal que lui asséna René Descartes au XVIIe siècle et surtout après les décisions sclérosantes du début du XIXe siècle en France. Pardon. Après cette brève évocation du déclin, de la renaissance et de la permanence de la rhétorique occidentale, il serait légitime maintenant de nous pencher sur les grands maîtres de la rhétorique arabo-musulmane antique qui ont contribué à organiser, à enrichir et à relancer la rhétorique occidentale. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrées au savoir et au savoir efficace, qui essaye de joindre la justesse de l'esprit à la tendresse du cœur. J'espère, comme disait ce grand penseur, qu'ils seront utiles à quelques-uns sans être nuisibles à personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.